Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Enjeux majeurs, un thème qui n'est pas forcément simple à aborder ce soir, vous allez voir, mais un syndrome, une maltraitance qui fait une victime chaque jour en France. Nous allons parler du bébé secoué ce soir sur TV Vendée, comprendre ce qu'il se passe vraiment dans la tête d'un nourrisson quand on ne supporte plus ses pleurs, quand nos nerfs lâchent et qu'on commet l'irréparable. Nous essaierons aussi de comprendre l'avant, justement. Pourquoi un bébé pleure? Que cherche-t-il à nous dire? Et y a-t-il des solutions aussi pour le calmer? Et il y en a, vous verrez. Une émission dont la date n'a pas été choisie au hasard puisque nous sommes en pleine semaine départementale de sensibilisation aux violences intrafamiliales. C'est la 3e année que le département de la Vendée l'organise. Alors pour apporter le plus de réponses précises à notre thème d'aujourd'hui, nous avons réuni un plateau de spécialistes. Ils ont été d'ailleurs tous les 4 très impliqués dans la préparation de cette émission. On va commencer par saluer Sandrine Ayot. Bonjour Sandrine, sage-femme de PMI. Vous venez des Herbiers, vous concernant. Cécile Villain, également puéricultrice cadre de PMI. Vous, votre territoire, c'est plutôt Challans. Oui. À vos côtés, nous avons, en face de vous plutôt, nous avons Emmanuel Aran, qui est médecin de PMI. Et vous, Emmanuel, votre territoire, c'est les Sables d'Olonne. Tout à fait. Et on va terminer avec vous, Karine Géron. Vous êtes référente violences intrafamiliales du conseil départemental de la Vendée. Alors, on aime bien ces numéros parce qu'on voit tout de suite qu'on va mailler le territoire et qu'on va avoir vraiment un aperçu très complet avec l'ensemble de vos interventions. Alors, Karine, justement, on va commencer avec vous. Le point commun de tout le monde, je l'ai dit ce soir, c'est la PMI. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'est la PMI? Alors la PMI, c'est un service du département, ça s'appelle la protection, c'est le service de protection maternelle infantile qui a pour fonction principale et mission principale d'accompagner les parents de la grossesse jusqu'aux enfants allant jusqu'à 6 ans environ, pour les accompagner à la parentalité, sur les besoins, sur l'éveil de l'enfant. Et ce service, il a vraiment une vocation de prévention et c'est pour ça qu'il est prégnant aussi, qu'on l'associe dans tout ce qui est lutte contre les violences intrafamiliales et il a toute sa place dans cette semaine sur les violences dédiées à la sensibilisation aux violences intrafamiliales. Très bonne transition. Parlez-nous de cette semaine, justement. C'est ce que j'évoquais en introduction. Donc, nous sommes dans le cadre d'une semaine très particulière au niveau de la Vendée. 3e année consécutive que vous saisissez de ce dossier. Oui, 3e année consécutive que les élus ont souhaité piloter autour de la date du 25 novembre, mais pour valoriser aussi le fait que les violences intrafamiliales touchent les femmes, mais également les enfants, les personnes vulnérables. Et pendant toute cette semaine, il y a des actions qui sont menées pour montrer les vulnérabilités et essayer de prévenir les risques de passage à l'acte, que ce soit auprès des jeunes enfants, des aidants, des adultes, des familles dans leur globalité. Alors, concernant notre fameux bébé secoué, qui va être le sujet central de notre émission ce soir, on va démarrer cette soirée avec un film. Et vous avez été assez moteur là-dessus. L'idée de présenter un film pour ensuite rebondir et puis donner des clés, justement, sur la situation quand on se retrouve, et nous l'avons tous été, face à un bébé qui pleure, qui ne peut pas s'arrêter de pleurer. Et nous, parents, on est un peu démunis devant cela. Alors, un petit avertissement quand même, avant de lancer le film, parce qu'on en parlait hors caméra. C'est un film qui peut remuer un petit peu, qui peut remuer les téléspectateurs. Il date de 2015, donc il a 10 ans, ce film. Il a été créé à la demande, j'ai cru comprendre justement, de professionnels de la petite enfance dans le département, un film AMP. Vous le regardez, nous le regardons, et on en parle après. Au commencement, j'avais tout, sans rien avoir à demander. Avec ce premier cri, je rencontrais mes parents. Elle, j'avais toujours envie d'être avec elle. Tout contre elle.
comme si nous ne faisions qu'un. Lui, il me faisait découvrir de nouvelles sensations. L'astronaute, la conquête de l'espace. J'avais confiance. Qu'est-ce Regarde. Regarde. Souris. T'as chaud, non? Pleurer, c'était ma façon à moi d'exister. Allez, mon bébé, faut faire dodo, là. À ton âge, ton cousin, il faisait ses nuits, lui. Allez, fais dodo, mon cœur. La nuit ou le jour, ça ne voulait encore rien dire pour moi. Parfois, quand je me réveillais, j'avais tout simplement besoin de leur présence. Oh non, c'est toutes les heures. Qu'est-ce qu'on peut faire? Dans la chaleur de ses bras, je me sentais protégé. Laisse, je m'en occupe. J'ai pas dormi de la nuit de toute façon. Attends. Tu veux vraiment que papa soit crevé au boulot, hein? Qu'est-ce qu'il y a, bébé? Attends, je vais te changer. Théo. Chut. Mais t'es même pas mouillé, bébé. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas ce que tu veux. Parfois, j'avais tout simplement faim. Pauline, je dois aller au bureau là, tu peux venir s'il te plaît? Pauline! Ah, putain. Calme-toi. Pauline, tu peux venir s'il te plaît? Je sais pas ce qu'il y a, je sais pas ce que tu veux. Pauline! Ça va quoi? Pas de famille? Repose-toi, ça va. Madame? Les images, les sons, parfois c'était trop. J'avais besoin d'évacuer.
Allô, maman? Ouais, non, ça va. Bah... Non, il va bien, il va bien. Non, c'est parce que ça sonne à la porte. Ça sonne à la porte. Bah oui, bah... Non, il pleure pas. Il pleure pas. Enfin, il pleure, mais c'est normal, c'est pas grave. Mais oui, je vais aller le voir, ça va. Vous croyez que c'est facile? Vous croyez qu'on a une solution miracle? Vous croyez qu'on fait pas tout ce qu'on peut? Mais tu m'écoutes pas, maman, Mais je le sais que tu me le dis, je le sais. J'ai pas besoin que tu me le dises, ça. Je le sais déjà. Je conseille à recevoir de vous, donc arrêtez de venir m'emmerder tous les soirs, vous comprenez? Vous arrêtez! Mais qu'est-ce que vous en savez, vous? Alors arrêtez! On est à bout! Foutez-nous la paix, j'en ai marre! Arrête de pleurer! Arrête! On comprend pas, qu'est-ce qu'il y a? Arrête de pleurer tout le temps, il nous tue, tu comprends pas ça? Il nous tue avec tes pleurs! On n'en peut plus! Arrête! Faut que tu t'arrêtes maintenant! Tu t'arrêtes! Arrête-toi! J'en veux plus de toi! J'en veux plus! J'en veux plus! Allô, maman? J'ai besoin de te parler. On s'en sort pas, en fait. J'aimerais bien que tu m'aides. Je sais. Ça va aller. Ça va aller. Ce jour-là, j'ai eu beaucoup de chance. Mes parents auraient pu commettre l'irréparable. Ce jour-là, ils ont décidé de briser le silence. Aujourd'hui, j'ai 35 ans. Je vais avoir mon premier enfant. Et je remercie mes parents de m'avoir livré leur histoire. Mon histoire, qui n'est pas une histoire unique. Je pleure donc je suis. Voilà ce film que nous tenions à vous présenter ce soir autour du syndrome du bébé secoué, et c'est ce qui nous réunit donc dans le cadre de cet enjeu majeur autour de ce thème si particulier, un film qui a 10 ans, c'est ce que nous disions en introduction, mais qui est terriblement actuel. Alors c'est difficile de réagir à chaud derrière, même pour des professionnels comme vous, je suppose. Ce qui est rassurant, moi je vais partager peut-être en premier, c'est que en tant que parent, on se dit mais finalement tout ce qu'on traverse, je ne suis pas la seule, je ne suis pas le seul à le traverser, puisque tout est retranscrit dans ce film. Tout à fait. C'est vrai que beaucoup de parents vivent ça, et c'est bien d'avoir un film qui illustre. Mais c'est toujours autant d'émotions quand on le voit. Ce sont des situations, des témoignages de parents que vous rencontrez dans vos PMI respectifs, dans vos quotidiens, des parents qui arrivent en disant je me sens perdu, je ne sais plus comment faire.
Des parents qui avaient peut-être idéalisé l'arrivée de leur enfant et qui effectivement se retrouvent face à cette réalité et qui peuvent venir dans nos services pour être accompagnés. Effectivement, c'est des histoires qu'on retrouve. Dans les thèmes, on parle de une certaine pression de la famille aussi. Ah, ton cousin, il dormait dès la sortie de la maternité. Alors ça, on a l'impression que c'est toujours le cousin des autres, c'est jamais notre enfant. Le travail aussi, faut continuer la vie au travail, alors que la vie à la maison, elle change. Les voisins, ça arrive. Quand on habite en appartement, en maison mitoyenne, on peut avoir aussi des voisins qui ont du mal à comprendre ces situations. On va prendre le point de départ. Les pleurs, qu'est-ce que c'est très exactement? Qu'est-ce que ça va nous expliquer? C'est le langage de bébé, tout simplement? Dans un premier temps, il peut être important de se resituer en fait dans l'environnement du fœtus dans l'utérus. Pendant 9 mois, le fœtus il vit donc dans l'utérus, qui est un petit espace aquatique confiné. Tous les sens du bébé se mettent en place dans l'utérus. Le bébé il est alimenté 24 heures sur 24 via le cordon ombilical. Il y fait une température de 37 degrés. Et il est aussi bercé par les mouvements de sa maman quand elle marche, quand elle bouge. À l'accouchement, le bébé il va passer de la vie intra-utérine à la vie extra-utérine, le monde dans lequel on vit tous. Et c'est vraiment un énorme changement pour lui. Et pendant les premiers jours, ces premières semaines de vie, il va vraiment falloir qu'il s'adapte à ce nouvel environnement où tout est différent, tout est nouveau par rapport à ce qu'il avait connu pendant 9 mois. Donc c'est vraiment passer de l'état de cocon, véritablement, à l'abri de tout, à la vie que nous connaissons en tant qu'adultes. Et on oublie que pour un bébé, c'est terriblement déstabilisant. Oui, c'est ça. En fait, ce petit bébé, il arrive dans notre monde. Et en fait, il a des besoins physiologiques, des besoins affectifs. Et ça peut être, par exemple, il a chaud, il a froid, il a faim, il est à la couche sale, il a besoin d'être changé. Il a besoin d'être câliné, il a besoin d'être rassuré. Et en fait, tous ces besoins, lui, la seule manière qu'il a pour les communiquer à l'adulte, pour les exprimer, c'est les pleurs. Et donc cet enfant pleure pour communiquer avec l'adulte. C'est vraiment son seul moyen d'interagir. Chaque bébé est différent et donc chaque enfant pleure différemment. On a pour habitude de dire, vous savez, ça c'est aussi des petites phrases de grand-mère, on reconnaît le besoin en fonction du pleur. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que chaque bébé a des pleurs différents? Un parent va finir par reconnaître le pleur de son enfant, mais il faut d'abord une période d'adaptation. L'un et l'autre ne se connaissent pas et ils ne peuvent pas reconnaître les pleurs d'emblée. Donc oui, effectivement, il y a au bout d'une période, le parent peut reconnaître et identifier les pleurs de son enfant. Et identifier le besoin du moment en fonction du pleur? Oui, plus ou moins. Plus ou moins. Alors, Emmanuel, ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'on se rend compte qu'en grandissant, tous les bébés sont différents, évidemment, mais il existe quand même une sorte de courbe qui est commune à tout le monde. Alors, on va la voir, elle s'affiche, et en fonction du temps qui avance, il y a une... C'est quoi? C'est une intensité de pleurs différente? Voilà, tout à fait. En fait, tous les bébés ne sont pas égaux. En moyenne, un bébé à la journée va pleurer 2 heures, 2 à 3 heures, voilà, en moyenne. Et puis inversement, on va avoir des bébés qui vont pleurer beaucoup moins, qui vont pleurer 20 à 30 minutes par jour, donc ça reste assez confortable pour les parents. Et puis à l'inverse, on va avoir des bébés qui vont pleurer jusqu'à 5 heures, 6 heures, voire plus, voilà, dans les extrêmes. Et là, effectivement, pour les parents, pour l'entourage, c'est compliqué voilà, de pouvoir supporter ces pleurs. Donc effectivement, qu'on soit bébé, qu'on soit parent, on n'est pas tous égaux en fait pour gérer son bébé. Voilà. Ça, c'est la première des choses qu'on peut regarder sur cette courbe. Après, on voit le deuxième élément, c'est que l'acmé des pleurs, le moment où les pics de pleurs sont les plus importants, en fait, c'est très progressif. C'est-à-dire que quand on part de la naissance, il faut attendre les 2 mois en moyenne pour que effectivement ces bébés soient au maximum en fait de leurs pleurs. En tout cas, c'est ce qu'on observe statistiquement. Et donc, sur cette période entre la naissance et les 2 mois, souvent les parents en fait ils se questionnent beaucoup parce qu'ils ont l'impression de faire les mêmes gestes avec leur enfant, d'avoir répondu à tous ses besoins, et pourtant ce bébé il pleure toujours davantage et tous les jours un peu plus. Et donc c'est pas parce qu'on fait mal les choses. Voilà, tout à fait. Et pour autant, c'est générateur de stress chez les parents qui s'interrogent sur pourquoi ce bébé pleure.
Et en fait, voilà, déjà, le fait de connaître cette courbe, ça peut permettre d'apaiser les parents qui peuvent se dire, bon, j'ai fait tout ce qu'il fallait, a priori, voilà, s'il pleure, c'est physiologique, donc il faut que je l'accepte, il faut que je l'entende, et il faut que je m'angoisse le moins possible. Voilà. Ce qui veut dire aussi que notre fameux petit bébé qui fait ses nuits dès la sortie de la maternité, quelques semaines plus tard, ça peut changer. Voilà. Tout à fait. Non, mais c'est bien de recontextualiser un peu les choses. Cécile, on a commencé à le dire, il existe plusieurs raisons. On exprime plusieurs besoins quand un bébé pleure. Est-ce qu'on peut voir là aussi, je crois, il y a tout un nuage, comme on dit, de raisons à ces pleurs. Oui. C'est-à-dire que l'enfant, au cours de la journée, il va subir différents stimuli, différentes émotions. Il va pouvoir découvrir des nouvelles sensations, entendre des nouveaux bruits, des nouvelles odeurs. Il va pouvoir, éventuellement, on le voit dans le film, la maman va au supermarché. Du coup, il y a des bruits qu'il ne connaît pas, des ambiances qu'il ne connaît pas, du monde, des émotions différentes. Et tout ça, ça va se produire peut-être des fois un peu en excès pour lui. Et en plus des besoins physiologiques, il y a cet excès de stimuli, de stress. Et de nouveau, son seul moyen de s'exprimer et d'évacuer ce stress, c'est de pleurer. Donc, et pleurer, ça va lui permettre de s'apaiser, en fait. Donc, effectivement, il y a les besoins de l'enfant, les besoins physiques et physiologiques, et il y a aussi cet excès de stress et de nouveauté dans la journée d'un nouveau-né. Alors, on a dit qu'on essaierait de donner quelques astuces, quelques grandes lignes pour aider les parents. Est-ce que typiquement là, quand on a un bébé qui pleure et qu'on se rend compte qu'on va peut-être souvent dans des grands magasins, le fait de rester plus sur des balades à l'extérieur ou de rester au calme à la maison, ça peut jouer un peu sur les pleurs de bébé? Évidemment, après, on peut vite être pris dans son quotidien, donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais faire de courses avec son bébé. Je pense que ça ne serait pas possible dans certaines familles. Mais si on peut éviter le supermarché ou le faire de manière plus réduite. Il y a aussi toute la famille qui a envie de passer, le voisinage, les amis pour rencontrer ce nouveau bébé qui vient d'arriver. Tout ça, c'est aussi de nouveau des stimuli et des moments intenses émotionnellement pour l'enfant qui expliquent qu'il pourrait avoir besoin de décharger un peu plus et de pleurer pour retrouver de l'apaisement. Donc au moins en avoir conscience sur le moment. Au moins en avoir conscience. Emmanuel, je crois qu'il y a une citation que vous aimez particulièrement, parce qu'il y a des solutions pour aider le bébé, c'est ce qu'on a commencé à dire, en tout cas sur le papier, et ça commence de manière très générale par ce qu'on va appeler l'attachement, avec cette citation. Alors je ne sais pas si Jeff en régie peut nous montrer. Donc, en fait, c'est votre mantra. En fait, c'est une citation d'un pédiatre anglais qui s'appelle Donald Winnicott, qui disait effectivement qu'un bébé seul, ça n'existe pas. Et s'il y a un bébé, il y a aussi quelqu'un d'autre. Voilà. Et du coup, en fait, cette personne autre, c'est cette personne qui va prendre soin de l'enfant au quotidien et qui, du coup, va prendre le nom, en fait, de figure d'attachement. Et en fait, les caractéristiques de cette figure d'attachement, ça va être la sensibilité de cette personne qui est capable de décoder en fait les besoins du bébé au fur et à mesure du lien qu'il crée avec cet enfant. Ça va être aussi sa capacité du coup à répondre de manière adaptée à ce bébé pour ses besoins. Cette action, en fait, elle doit être stable dans le temps, elle doit perdurer, être constante, régulière. Voilà, ce qui, derrière, effectivement, implique pour cette personne une grande disponibilité. Voilà. Et là, dans ce premier temps, on ne parle pas forcément uniquement des papas, des mamans. Alors, tout à fait. Ça peut être un tiers, ça peut être une grand-mère, ça peut être la personne qui, effectivement, va lier ce lien très fort avec le bébé et auquel le bébé va répondre en étant rassuré par les soins que cette personne va prodiguer auprès de l'enfant. Donc la régularité quand même derrière. La régularité, c'est très important. Voilà. Sandrine, il y a ensuite le rôle des parents, évidemment, qui est très important dans cette relation. Tout à fait. Alors le rôle des parents, ça va être aussi on a vu tout à l'heure les besoins du bébé, donc ça va être en premier lieu de répondre aux besoins de base, de lui donner à manger, de changer la couche, tout ce que tout le monde
connaît en général chez un nouveau-né. Il y a aussi dans le rôle des parents tout ce qu'on appelle le maternage. Donc le maternage, ça va être rassurer son bébé, le câliner, en prendre soin, le rassurer, le consoler sans l'hyperstimuler davantage. Et en fait, en faisant tout ça, en le mettant, on parle beaucoup aussi aujourd'hui de peau à peau, en le mettant contre soi, en le mettant en peau à peau, en fait, on va lui rappeler beaucoup de choses qu'il avait in utero, la chaleur du corps, l'odeur de ses parents, le bruit du cœur, etc. Donc ça va permettre de diminuer son anxiété, de le rassurer, de l'apaiser, de réguler ses émotions, et puis de renforcer aussi sa capacité à faire face au stress. Donc ce sont vraiment des éléments très très important qu'on peut apporter à son bébé. Et ça doit être cette partie de la relation qui est la plus dure à préserver quand justement nous, parents, on est un petit peu tendus par les pleurs. C'est ne pas oublier toute cette partie qui est beaucoup plus immatérielle, où là on ne répond pas aux besoins primaires, on est vraiment sur, en tout cas les besoins primaires très concrets, vous l'évoquiez, donner à manger, changer la couche, etc. On est vraiment plus sur des besoins probablement fondamentaux, mais qui s'oublient plus facilement. En effet, souvent, on va être sur le côté parfois un petit peu technique, rassuré, on lui a donné à manger. Mais tous ces besoins-là sont très, très importants aussi. C'est fondamental dans la construction du bébé. Mais ça ne fonctionne peut-être pas toujours, Cécile. Oui, des fois, il y a des pleurs qui sont inexpliquées. Ouais. C'est-à-dire que, comme l'a dit ma collègue, on a répondu à l'ensemble des besoins. Et pour autant, cet enfant, il pleure. Le parent, il a l'impression d'avoir tout fait. La couche est propre, il a été câliné, il a eu à manger. On le voit dans le film aussi, cette partie-là où il dit « mais en fait, t'es même pas mouillé ». Et en fait, ce sont les pleurs inexpliquées qui arrivent plutôt en fin de journée, en début de nuit. L'enfant est inconsolable, il semble douloureux alors que c'est pas forcément le cas. C'est des pleurs qui sont un peu imprévisibles, inattendus. Et ça peut durer 35 minutes jusqu'à plus de 2 heures. C'est cette fameuse période-là du 18-20 heures 18-20 heures... 22, vous le poussez un peu 23, plus 24, oui. Ah oui, d'accord. Okay, oui, mais bon, après, ça rétrécit quand même. Quand l'enfant grandit, ça rétrécit. Alors, Emmanuel, est-ce qu'on peut parler de caprice ? Alors non. Parce que là, moi, j'entends qu'un bébé, il peut aller bien physiquement, mais continuer à pleurer. Voilà. En fait, non, on ne peut pas parler de caprice chez un bébé. Je vais y revenir. Ce qui est très important, en fait, par rapport aux pleurs, c'est le fait que souvent les parents sont inquiets en se disant « ça y est, il est malade, qu'est-ce qu'il a ?» Et tout de suite, l'angoisse monte. Voilà. Alors, par rapport à ça, certes, il y a des choses qui peuvent arriver, mais la cause médicale pure, souvent, c'est 5% des pleurs. Voilà. 95% à côté des pleurs s'explique en fait par la gestion des émotions du bébé, en fait. Et ce qui explique ce comportement de pleurs, en fait, c'est tout simplement le développement du cerveau. C'est-à-dire que, en fait, un bébé ne fait pas de caprice jusqu'à 5-6 ans. En fait, le cerveau qui est prégnant dans la vie du bébé, ça va être ce qu'on appelle le cerveau émotionnel, le cerveau archaïque, en fait, qui lui réagit en fait par instinct, par pulsion. Voilà. Et donc, un bébé ne fait pas des caprices, un bébé réagit avec le cerveau qu'il a à un moment donné, et ça va durer jusqu'à à peu près 5-6 ans. Voilà, donc il faut vraiment s'enlever cette idée de caprice. C'est pas intentionnel. Le bébé ne veut pas nuire à ses parents, ne veut pas nuire à son entourage. C'est pas pour l'autre. Voilà, c'est pas contre l'autre, c'est pour lui. C'est pour lui qu'il réagit de cette façon. Et en fait, à mesure que le cerveau va se développer, vers 5-6 ans, en fait, va arriver ce qu'on appelle le cerveau supérieur. C'est celui, en fait, qui va justement permettre la gestion des émotions. Et là, du coup, ça va permettre la prise de recul de l'enfant et ça va permettre effectivement que s'il y a trop d'émotions, l'enfant puisse réagir autrement que par des pleurs. Voilà. Mais au départ, les pleurs, c'est inhérent à l'enfant, c'est constitutionnel à l'enfant. Mais il ne fait pas de caprices. Donc on sort de son vocabulaire, arrête de faire des caprices, ça n'est pas possible avant 5 ou 6 ans, vous disiez Emmanuel. Sandrine, là on se concentre beaucoup sur le bébé, mais ces pleurs, forcément, ça provoque aussi quelques réactions chez les adultes. Tout à fait. Alors c'est important aussi de peut-être se remettre dans le contexte. Avant la naissance, il y a 9 mois de grossesse. On a des futures mamans, souvent en fin de grossesse, qui dorment pas bien. Ça c'est très, très classique. Après cette fin de grossesse, il y a l'accouchement.
Et puis l'adaptation avec un bébé. Donc c'est vrai que c'est souvent un moment où on ne dort pas très bien, on ne dort pas beaucoup. Et il y a vraiment le facteur fatigue qui est là, qui est important dans le quotidien. Il y a aussi le fait, on en a parlé tout à l'heure, que souvent cette période du postpartum, on parle de la grossesse, on parle de l'accouchement. Et souvent le après-accouchement, c'est assez idéalisé en fait avec l'arrivée de ce petit bébé que tout le monde attend. C'est vrai que ce qu'on transmet comme image, souvent, c'est un bébé, tout souriant, tout beau. Mais parfois, voilà, il y a tous ces moments de pleurs et c'est pas ça qu'on donne forcément comme image du postpartum. Donc, il y a parfois vraiment une grosse différence entre ce bébé réel qui est là et puis celui qu'on avait imaginé tout au long de la grossesse, voire même avant. Et alors, on a la possibilité de quantifier un petit peu, c'est ça, le niveau de la colère ? Alors, il y a un outil qu'on voit là à l'écran, en fait, qui s'appelle le thermomètre de la colère. En fait, on peut ressentir, au départ, alors on peut être très zen dans pour le gérer les c'est pleurs. Super. Et voilà. En haut, et c'est beaucoup moins bien déjà. Au fur et à mesure, on peut sentir de l'agacement, de l'énervement, se sentir démuni, ne pas comprendre aussi pourquoi ce bébé il pleure toujours alors qu'on a fait tout ce qu'on avait pu pour le soulager. Et puis, la tension peut monter et on peut en arriver jusqu'en effet à la colère, au fait de vraiment devenir agressif parce que c'est plus possible en fait d'entendre ses pleurs. C'est pas mal de garder ce thermomètre à portée de main en quelque sorte et d'essayer de voir où on se positionne parce que je suppose qu'en fonction des étapes, on doit adopter des comportements différents par rapport au bébé puis même par rapport à soi-même. Tout à fait. Plus on monte dans le rouge, plus il va falloir passer le relais. À un moment donné, on va y revenir tout à l'heure sur un petit peu la prévention et qu'est-ce qu'on fait, mais c'est important de visualiser et de sentir ses émotions en fait. Alors, il faut bien dire aussi, c'est important qu'on le dise, c'est que ces émotions-là, n'importe quel parent en fait va les vivre, quelle que soit sa profession, quel que soit son âge, quel que soit son milieu social, on peut tous vivre ça, même avec un bébé qu'on a attendu, qu'on est content d'accueillir, on peut humain, à un moment finalement. donné, les émotions, ça fait partie de nous-mêmes. La colère ne choisit pas son public. Voilà, c'est ce qu'on retiendra également. Et cette colère, Emmanuel, est-ce qu'elle peut avoir des conséquences aussi sur l'enfant ? Alors tout à fait. Souvent, on observe en fait un cercle vicieux parce que cet enfant, effectivement, lui, il perçoit tous les stimuli qu'il a autour de lui. Voilà, c'est véritablement une éponge à émotions. Et donc, si effectivement il sent que son parent ou la personne, l'adulte qui s'occupe de lui est dans un état de colère, d'agressivité, qu'il n'est pas bien, qu'il est mal, eh bien en fait l'enfant, lui, peut réagir en pleurant toujours, voire un peu plus, voire encore, générer du coup un peu plus de colère chez l'adulte, qui du coup peut avoir un geste complètement inapproprié. Voilà. Et donc, oui, cette dyade de l'adulte et de l'enfant, ça peut devenir un cercle vicieux qui peut aller jusqu'à l'irréparable. Ouais, c'est extrêmement vicieux, effectivement, Cécile. Là, j'ai un bébé qui pleure. Au bout d'un moment, je m'énerve. Je me mets en colère, donc il pleure encore plus. On ne sait pas comment s'en sortir. On ne sait pas comment s'en sortir. Il y a quand même une solution, c'est-à-dire... Alors, allez-y, là, je pense que tout le monde est en train d'écouter. Et il faut le mettre en sécurité, cet enfant. Là, on sent bien la colère monte, le cercle vicieux et tout ça. Et l'important, c'est de se dire à ce moment-là, je mets mon enfant en sécurité, je vais le poser dans son lit, sur le dos, dans sa chambre, je sors de la pièce. Et moi, en tant qu'adulte, j'ai besoin de me ressourcer. C'est-à-dire qu'il faut que je fasse redescendre cette colère qui est arrivée en haut du thermomètre, là. Donc, soit... en appelant une personne de confiance, en échangeant, soit en allant boire un café, un thé, en allant hurler dans le garage s'il faut, histoire de... Voilà, et de pouvoir permettre à ces émotions, à cette tension de redescendre et pouvoir revenir auprès de l'enfant serein et de pouvoir de nouveau le prendre en charge. L'enfant, il ne sera jamais en danger dans son lit en train de pleurer. Par contre, dans les bras d'un adulte exaspéré, effectivement, il peut l'être. Donc, le mettre en sécurité. Et on va voir effectivement dans quelques instants ce geste de trop, ce que ça peut provoquer. Mais on va le répéter, Cécile, le fait de mettre un bébé dans son lit, parce que nous, là, on sature, on a besoin de s'écarter, ce n'est pas l'abandonner. Au contraire, c'est le protéger. C'est le protéger. Et c'est se protéger soi-même aussi, puisque c'est prendre soin de soi pour être mieux
Et une fois qu'on se sent mieux, on peut de nouveau être disponible pour l'enfant. Important tout ce qu'on dit ce soir. J'espère que vous notez bien parce que ça vaudrait un petit tuto à la fin, mais on reprendra dans les grandes lignes en fin d'émission. Alors ce geste de trop, on va essayer de le comprendre pour prévenir évidemment. Une des voies à la mauvaise, c'est donc ce geste de prendre le bébé et de le secouer. C'est ça l'image du bébé secoué. Emmanuel, le syndrome, alors vous, avec votre casquette de médecin PMI, expliquez-nous un petit peu ce bébé secoué. Alors on va avoir là encore une représentation graphique pour expliquer. Voilà ce qu'est le bébé secoué. Voilà. En fait, le syndrome du bébé secoué, il est presque exclusivement en fait, en lien avec une mauvaise gestion des pleurs du bébé. Ça ne correspond pas à une maltraitance à laquelle les gens pensent en premier, et pour autant c'en est une. Voilà. Et ce qui est très important de bien comprendre, c'est que ce syndrome du bébé secoué, en fait, il va toucher toutes les catégories socio-professionnelles. C'est ce qu'on il ne faut vraiment pas penser que ça sera telle ou telle catégorie. Non, ça touche absolument toutes les catégories socio-professionnelles, en sachant qu'effectivement, si on a des vulnérabilités, si on est dans une situation de précarité, ça sera un élément supplémentaire. Mais toute personne, tout parent, tout tiers qui gère un enfant, un bébé, peut vraiment avoir cet accès de colère qui va se traduire auprès de l'enfant. Alors, il y a un suppli chinois, vous savez, c'est on prend une tête, puis on fait goûter quelque chose sur la tête de l'enfant. Oui. Vous voyez, les pleurs, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que ces pleurs, ils viennent comme un réveil, stimuler l'agacement, l'énervement chez l'adulte, l'auteur. Et à un moment donné, voilà, la colère est telle en lui que véritablement ça va être une décharge de violence en fait qui va se passer sur l'enfant. Alors typiquement, c'est l'auteur qui va saisir l'enfant sous les aisselles de ses deux mains et comme on le voit sur le schéma, qui va effectivement secouer l'enfant d'avant en arrière, de sorte que la tête va basculer et de l'avant vers l'arrière et de l'arrière vers l'avant. C'est des secousses qui sont répétées, qui sont violentes, voilà, et qui vont induire effectivement des choses gravissimes chez l'enfant, avec des lésions qui vont être au niveau du cerveau, au niveau de la rétine, qui vont pouvoir aussi induire des hématomes sous-duraux, voilà, donc du sang dans la boîte crânienne, qui vont aussi générer des lésions au niveau de la nuque, au niveau des os, et qui peuvent induire également des fractures. Voilà. On pense au nourrisson quand on évoque le bébé secoué, mais ce bébé secoué, il peut avoir aussi plusieurs mois, voire 1 an, 2 ans, non ? Alors, généralement, en fait, voilà, statistiquement, c'est plutôt entre 2 et 4 mois que ça arrive. C'est vraiment donc le nourrisson. Voilà, c'est vraiment le nourrisson, ça peut être un peu plus tardif. Ce qui est terrible, en fait, dans ce geste, c'est qu'on a un bébé qui a un cerveau en développement, donc qui est très fragile, et de par les lésions engendrées, ce qui aurait dû évoluer par la suite ne le fera pas. Ou si ça le fait parce qu'il y a quand même une plasticité cérébrale, eh bien ça engagera effectivement des conséquences. Ça l'est d'autant plus que la tête du bébé, elle est grosse, voilà, par rapport au poids du bébé, que la nuque, les muscles ne sont pas suffisamment solides, n'ont pas suffisamment de tonicité, donc il n'y a rien qui retient cette tête pour ce mouvement de balancement d'avant en arrière. Il faut savoir, voilà, c'est les études, que le rapport de force entre l'adulte et l'enfant est de 1 pour 10. Donc c'est vraiment un déchaînement de violence sur cet enfant. Comme un coup du lapin à répétition. C'est ça, exactement. Et ce dont on s'est rendu compte, en fait, c'est que souvent, ce geste, voilà, il est répété, en fait. Il n'est pas l'action d'une seule fois, il est répété. Alors souvent, en fait, malheureusement, ce geste-là, il va calmer l'enfant. Voilà, il va le calmer. Enfin, ça l'assomme, non ? Ça le calme parce que ça l'assomme. Voilà, il va le calmer, voilà. Mais le souci, effectivement, c'est les lésions catastrophiques que cela engendre. Voilà. Alors, effectivement, ça n'a rien à voir, ce geste, avec, comme on l'a vu un petit peu dans le film, le fait de jeter son enfant un peu en l'air pour jouer avec lui, le fait de lui faire l'avion. Voilà, tout ça, c'est des gestes, effectivement, qui sont
voilà, assez fréquent en fait dans les familles. Là, vraiment, c'est un geste violent. Voilà. Oui, on n'est pas là non plus pour dire qu'il ne faut plus s'amuser avec jouer avec son nourrisson, avec son petit. Là, on est vraiment, mais je pense que quand on est dans la situation, on se rend compte si ce qu'on fait est bien ou pas bien. En tout cas, j'ose espérer, mais on va peut-être évoquer des chiffres, Sandrine, ensemble. Des chiffres sur ce phénomène. On arrive à quantifier un petit peu notre bébé secoué français ? Alors, il y a eu une campagne nationale de sensibilisation au syndrome du bébé secoué faite en 2022 par le gouvernement. Donc, si on reprend les chiffres, c'est plusieurs centaines de bébés secoués par an en France, avec un pic d'incidence qui est assez logique quand on a vu la courbe des pleurs, entre 2 et 4 mois. Ce qui est catastrophique, c'est qu'il y a une victime sur 10 qui décède. Et puis, les 3/4 des survivants ont des séquelles très lourdes. Donc, les chiffres sont... Donc là aussi, terrible. ce qu'il faut en retenir, c'est qu'aucun bébé secoué n'en ressort indemne. C'est ça. Quasiment aucun. Il y a des conséquences souvent gravissimes. Ces conséquences, il y a des séquelles dans la vie aussi de jeunes adultes, ou d'enfants, de jeunes ados. En fait, si vous voulez, quand il y a ce mouvement de secouement du bébé, en fait, il faut s'imaginer que le cerveau, il est ballotté dans la boîte crânienne avec les lésions, et que du coup, ça va forcément induire des retards de développement en fait psychomoteur de l'enfant. Ça peut aller jusqu'à y associer du handicap moteur. On va pouvoir observer aussi des troubles cognitifs, voilà, et puis des difficultés d'apprentissage quand l'enfant va grandir. Ça peut être associé aussi à des problèmes de comportement. Ça peut générer des déficits visuels, pouvant aller même jusqu'à de la cécité, des déficits auditifs avec éventuellement une surdité, et puis des crises en fait d'épilepsie. Voilà. Est-ce que vous, dans votre quotidien, vous arrivez à repérer justement un bébé qui a été secoué dans vos rencontres ? Est-ce qu'il y a, alors, de par vos expériences personnelles, en tant que sage-femme, en tant que puéricultrice, et vous, en tant que médecin, est-ce qu'on peut aussi donner des conseils peut-être aux parents, aux proches qui nous regardent, d'enfants, pour repérer et soupçonner un bébé secoué ? Oui. Alors c'est vrai que ça, ce moment-là, il s'adresse vraiment à tous les professionnels, qu'on soit assistante maternelle, assistant familial, qu'on travaille dans une crèche, qu'on soit de près ou de loin à s'occuper d'enfants, qu'on soit parent, tiers, de la famille éloignée ou une personne adulte qui vit dans la famille. En fait, il y a plusieurs signes. Alors, ils ne sont pas tous présents, ils sont inconstants, ils s'associent les uns les autres. Du coup, ça peut être, en fait, dans un premier temps, un bébé pour lequel on va avoir un moins bon contact, en fait. On se dit, tiens, c'est bizarre, il n'est pas comme d'habitude. Voilà. Ça peut être aussi une somnolence qui est complètement inhabituelle. On se dit, cet enfant, voilà, je le connais, il n'est pas comme ça d'habitude. Pourquoi est-ce qu'il dort comme ça Voilà, ça peut aller même jusqu'à des troubles de la conscience, où là, effectivement, c'est beaucoup plus grave, si les lésions ont été extrêmement graves. À l'inverse, on va revenir un peu sur notre sujet de départ, ça va être un bébé qui va être très irritable. Voilà, avec des pleurs qui sont complètement inhabituels. On se dit, mais voilà, c'est pas du tout son comportement à cet enfant, quoi. Voilà. Et puis, quand on va l'avoir dans les bras, en fait, on va trouver que il n'a pas le tonus de d'habitude. Il est un peu mou, voilà. Ou alors, inversement, il va être rigide au niveau du corps. Et puis, on va peut-être aussi observer qu'il a des mouvements anormaux, voire carrément des convulsions. Et là, du coup, on va observer des bras et des jambes qui vont se raidir, et puis qui vont aussi se mettre à bouger de manière incontrôlable, sous forme de décharge, effectivement, motrice. Et évidemment, ça va nous alerter. Ce bébé, il va être aussi peut-être en difficulté pour respirer, voire éventuellement faire des pauses respiratoires. Voilà. Il va pouvoir aussi être très pâle. D'habitude, vous avez ce teint un peu rosé du bébé. Puis là, voilà, il est très très blanc, voilà, et quelquefois même ça va aller jusqu'au malaise. On va aussi pouvoir regarder vraiment précisément le visage du bébé avec l'observation en fait de troubles oculaires, avec un bébé qui suit plus du regard, un bébé qui éventuellement va loucher, un bébé qui va avoir des mouvements anormaux des yeux. Un bébé, quand on va le regarder, en fait, normalement, les pupilles, elles ont le même diamètre. Et là,
quelquefois, on va avoir un diamètre d'un œil qui va être plus grand, en tout cas l'iris, par rapport à l'iris d'à côté. Voilà. Tous ces signes-là, effectivement, voilà, au niveau des yeux, ça doit interpeller. Au niveau de la bouche aussi, hein, ce bébé, il gazouillait, il jasait, et puis là, de façon inhabituelle, il va se taire, il va plus rien dire. Voilà. Et là, effectivement, il faut être attentif, se dire, mais c'est pas normal, il n'est pas dans son état habituel. Hein. C'est un bébé qu'on ne reconnaît pas, en voilà, fait, par rapport à d'habitude. C'est ça. Il va avoir une perte des sourires. Et puis aussi, quand on va essayer de le nourrir, hein, on va observer une diminution de l'appétit, voire un refus de manger. Et puis quelquefois aussi, ça va être des vomissements. Voilà. Alors, ce n'est pas des vomissements comme on pourrait penser, une gastro-entérite. Il n'a pas de fièvre, il n'a pas de diarrhée, voilà. Mais par contre, il a de telles lésions au niveau cérébral qu'il a peut-être de l'hypertension intracrânienne. Et en fait, une conséquence, ça peut être de vomir en jet. Voilà. Donc, tous ces éléments-là, en fait, alors ils sont évidemment pas tous présents. Hein, quelquefois, c'est des choses qui sont quand même ténues. Ça dépend un peu du stade et de la gravité en fait du geste et des conséquences sur le bébé. Pour autant, ces signes, voilà, ils doivent alerter les professionnels, ils doivent alerter l'entourage. Et il n'y a pas d'autre choix en fait que d'appeler le 15, de solliciter le médecin, d'emmener l'enfant auprès des urgences pédiatriques, parce que là, effectivement, il y a un diagnostic à poser. Et en fait, plusieurs examens vont permettre de confirmer effectivement ce diagnostic. Voilà. Ça vous est arrivé, Sandrine, vous d'avoir des suspicions dans le cadre de votre quotidien à la PMI ? Alors, je n'ai pas de souvenir là dans mon expérience à la PMI, mais je suis sensibilisée depuis longtemps à ce sujet. J'avais fait mon mémoire de fin d'études sur le syndrome du bébé secoué suite à des situations que j'avais pu rencontrer en pédiatrie. Donc, en effet, ça arrive. Et oui, ça arrive. Cécile, alors de manière très terre à terre, ce n'est pas quand même sans conséquence pour le parent qui fait ce geste. Le parent ou toute autre personne qui ou a la pris personne en charge qui secoue un bébé. Oui, effectivement, il y a des conséquences pour l'adulte qui est responsable de ce geste. On l'a dit tout à l'heure, c'est un acte de maltraitance. L'enfant va être hospitalisé dans un service de pédiatrie et les services hospitaliers, dans ce cas-là, ils vont faire un signalement d'enfant en danger auprès de la justice. La justice, elle, peut se saisir de cette information et du coup protéger l'enfant en mettant en place des mesures judiciaires. La justice, elle va aussi rechercher l'auteur de cet acte de maltraitance. C'est l'adulte responsable en cours des peines de prison. Du coup, ça peut aller jusqu'à 20 ans de prison ferme pour une infirmité permanente et 30 ans pour le décès d'un enfant. Donc, depuis le début de l'émission, on a vu ce qu'étaient les pleurs. On a essayé de les expliquer, donner quelques conseils. On a aussi évoqué donc, ce fameux geste du bébé secoué. On va essayer d'aborder ensemble maintenant des ressources quand même pour justement souffler en tant que parent. On a commencé à l'évoquer. Et puis se faire aider pour éviter d'en arriver là. On va faire un petit peu donc de prévention. C'est le moment. Sandrine, on va d'abord rappeler, et on a commencé à le dire, que tout le monde peut être concerné. Personne n'est à l'abri du risque d'avoir envie à un moment de secouer son bébé. Tout à fait, ça c'est vraiment important de garder ça en tête. Et la prévention, elle s'adresse en effet à tout le monde, à tous les futurs parents, à tout l'entourage des nouveau-nés. Ça commence déjà, alors nous c'est notre quotidien dans le service de PMI en fait, de faire de la prévention. Et ça commence déjà pendant la grossesse, notamment lors des séances de préparation à la naissance. C'est un sujet que vous abordez ? On aborde systématiquement ce sujet-là, le sujet du fonctionnement aussi du bébé. On revoit un peu l'environnement in utero pour faire comprendre aussi aux gens ce qui se passe pour se mettre un petit peu à la place du bébé, savoir ce qui se passe pour lui à la naissance. Et puis du coup, on va parler des pleurs, de la gestion des pleurs. Donc soit en préparation à la naissance, on fait aussi à la PMI des actions collectives qui peuvent associer sage-femme, puéricultrice, des temps vraiment où on va prendre le temps de parler de l'arrivée de bébé, de l'organisation, répondre aux questions et faire de la prévention. Voilà, tous les messages qu'on a pu déjà un peu dire, le thermomètre de la colère, passer le relais, le mettre en sécurité. Tout ça, c'est des choses qu'on va déjà aborder
pendant la grossesse. Il y a le côté aussi fatigue. On prévient beaucoup les futurs parents par rapport à la fatigue, parce que quand on est fatigué, je crois qu'on n'y croit pas tant qu'on est confronté au sujet. C'est ça. Donc on les encourage à faire des siestes. Et ça, c'est vraiment des choses sur lesquelles on insiste déjà beaucoup en prénatal. C'est important. Alors c'est vrai que les parents entendent. Parfois, on se dit non, ça va pas être pour moi, mais c'est important quand même de l'avoir entendu déjà pendant la grossesse. Quand vous évoquez justement avec les futurs parents d'un premier bébé ce risque de bébé secoué, comment ils réagissent? Ils vous écoutent vraiment ou vous sentez ah non, mais c'est pas pour moi de toute façon, je vais jamais arriver jusqu'à là? Ouais. Alors ils écoutent. Après, je pense que c'est quand même difficile d'imaginer qu'on puisse arriver à une telle violence avec un bébé. Par contre, le thermomètre de la colère, c'est très très parlant. Donc moi, je leur dis souvent, voilà, j'espère pour vous que vous ne vivrez pas ces moments-là, mais il y en a quand même beaucoup de parents qui vivent parfois ces émotions face aux pleurs, cette fatigue et puis cette colère qui monte. Donc je leur dis, gardez ça dans un petit coin de la tête. Et puis si le fait d'en avoir parlé, en fait, si on le vit, je pense que c'est plus facile de réagir aussi, de se dire, là, j'arrive dans le rouge, donc je le pose. C'est des messages vraiment qui sont répétés. Après la naissance, on y reviendra, mais le fait de l'avoir entendu, d'y être sensibilisé. Et puis je pense que c'est déculpabilisant aussi de se dire, là, je supporte pas les pleurs, mais je suis pas toute seule, parce que la sage-femme, elle en avait parlé, ça arrive à d'autres, et ça, c'est important. Donc il y a tout l'aspect prénatal et puis il y a aussi le côté, Cécile, repérer des personnes ressources, on l'a évoqué. Qui sont ces personnes? C'est celles qu'on appelle en disant là je peux plus. Et là ça va pas. Et là ça va pas. Voilà, c'est important d'avoir pu identifier en amont en fait ces personnes ressources. Alors la famille, les parents, le frère, la sœur, la maman, la jeune femme dans le film, elle rappelle sa maman. Voilà, un voisin, une voisine. Peu importe, quelqu'un en qui on a confiance et à qui on peut passer ce coup de fil qui va permettre de débloquer la situation. Les parents peuvent aussi repérer des services ressources. Il y a les personnes ressources, mais il y a aussi des services ressources. Et dans les services ressources, il y a les services hospitaliers, il y a le médecin, le pédiatre, la sage-femme, et il y a le service de PMI qui est là pour accompagner les parents, les soutenir, les orienter. Donc nous, on a des infirmières puéricultrices qui interviennent en post-natal. Elles peuvent proposer des consultations de puériculture, soit dans leur bureau, donc au sein des MDSF, Maison départementale des solidarités et de la famille, soit aussi en visite à domicile. Et vraiment, ce temps, c'est un temps autour de l'enfant pour accompagner le parent dans ces questions. Donc les pleurs font partie quasiment systématiquement des éléments qui sont abordés, mais on peut aborder aussi tous les sujets dont les parents pourraient avoir besoin, donc l'éveil, l'alimentation, l'hygiène, le sommeil, peu importe, tout ce qui concerne l'enfant pourra être abordé lors de ces consultations. Donc dans un premier temps, une personne ressource qu'on est susceptible de pouvoir déranger à n'importe quel moment, y compris la nuit, quand ça va pas, donc plutôt quelqu'un qu'on connaît. Et puis après, c'est vous, ce sont les professionnels. Est-ce que c'est ça, Sandrine, l'entretien post-natal précoce dont on parle aussi? Alors l'entretien post-natal précoce, c'est un temps qui va être... Donc c'est vrai que la puéricultrice, elle va vraiment avoir tout son rôle auprès des parents, mais plus centré sur le bébé. Et l'entretien post-natal précoce, il peut être fait... alors c'est un entretien qui est obligatoire, normalement 4 à 6 semaines après l'accouchement, par une sage-femme ou un médecin, où on va recevoir la maman ou le couple, avec le bébé en général, mais pas forcément. Parfois, j'ai des mamans qui viennent toutes seules, et là, on va réaborder différents sujets. On va reparler de la naissance, on va reparler du vécu, de l'accouchement, du séjour à la maternité, du retour à la maison, comment ça s'organise moralement, comment ça va, comment ça se passe, réaborder bien sûr l'alimentation, les besoins du bébé, les pleurs, répondre vraiment à leurs besoins. Il n'y a rien de figé, c'est vraiment pas un temps de consultation médicale, mais vraiment un temps d'échange et d'entretien avec les jeunes parents. Et ça va permettre un petit peu d'évaluer un peu les besoins et de proposer aussi des prises en charge, des relais, parfois proposer de l'aide à domicile, parfois proposer à la maman de retourner aussi par rapport à toutes les questions qu'il y a sur le bébé, voir la puéricultrice de PMI. On oriente aussi très régulièrement vers des psychologues quand les patientes en ressentent le besoin et sont d'accord, bien sûr. Mais c'est vraiment un temps important où on va vraiment refaire le point.
Et ça permet d'éviter cette zone d'ombre dont on évoquait, dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup de l'avant-naissance, on parle beaucoup de la naissance, et puis après, forcément, ça s'étiole, les rencontres, les échanges se font moindres, et donc c'est là où on se sent peut-être plus seul. On peut être isolé, et puis c'est vrai que après la naissance, il y a beaucoup de choses qui tournent quand même autour du bébé, et c'est vrai que ce temps-là, c'est vraiment un temps où on va aussi prendre le temps avec la maman, avec un regard aussi centré sur les jeunes parents, sur comment ils vont, sur comment ça s'organise. Et c'est un temps important aussi. Et on peut aussi prévoir une consultation avec vous, Emmanuel, une consultation médicale. Voilà, tout à fait. Alors en fait, ce qui est recommandé aujourd'hui, c'est de voir l'enfant à 15 jours, 1 mois, puis ensuite tous les mois. Voilà, pour effectivement évaluer le développement de l'enfant, proposer les vaccinations et effectivement soutenir et accompagner les parents pour leur apporter aussi des conseils. Ça peut être avec son médecin de famille ou c'est forcément en PMI ? Non, ça peut être soit avec le médecin de famille, soit en PMI, soit quelquefois on fait des couplets en fait, c'est-à-dire de temps en temps chez le médecin traitant, de temps en temps à la PMI. Voilà, l'idée vraiment c'est d'accompagner les parents et de répondre à leurs questions. Et par rapport à cette question en fait des pleurs qui nous tient à cœur, eh bien en fait voilà, les messages essentiels c'est surtout ne pas rester seul, c'est penser à confier son enfant, parce que pendant ce temps-là, on va pouvoir se ressourcer, on va pouvoir s'apaiser et puis se reposer. Voilà. Ce qui est important, c'est d'être disponible à son bébé. Voilà. Et avec un peu d'humour, je pense qu'il y a un certain nombre de tâches effectivement qu'il faut déléguer. Donc peut-être que la pelouse sera un peu moins tondue pendant 6 mois, peut-être que le ménage sera un peu moins bien fait, peut-être que les draps, ils attendront. Enfin voilà. Mais ce qui est le plus important, c'est prendre du temps pour soi, prendre du temps pour son bébé et surtout être disponible et ne pas se laisser aller effectivement à cette colère parce qu'il y a un trop plein de choses à faire, trop plein d'émotions qu'on n'arrive plus à gérer en fait. Voilà. Et quand on dit de profiter de la sieste de bébé pour se reposer soi-même, c'est vrai, il ne faut pas en profiter pour aller faire des lessives. Cécile, on va terminer parce que vous l'avez évoqué tout à l'heure, les MDSF, donc les maisons départementales des solidarités et de la famille. Il en existe 39 dans le département et on a Jeff en régie qui nous a préparé justement la carte. Vous allez pouvoir les repérer. Alors là, on vous a mis tous les points de chute dans le département et puis on va rentrer un petit peu plus précisément par territoire. On va partir du côté de Chaland pour commencer, donc vous voyez avec tous les bureaux, en fait, toutes ces maisons dans lesquelles on peut se présenter. Ça se passe comment ? On peut y aller sans rendez-vous comme ça une première fois ou alors, il vaut mieux appeler ? C'est quand même mieux d'appeler parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les puéricultrices, elles reçoivent ce rendez-vous, mais elles vont aussi en visite à domicile. Donc, si le parent passe sans avoir prévenu, il risque de voir personne. Et ça, c'est dommage de s'être déplacé et d'avoir organisé un déplacement avec son bébé pour ne pas être reçu. Donc, effectivement, il suffit d'appeler au sein de la MDSF proche de chez soi. Donc, c'est vrai qu'il y en a 39. Je pense que tout le territoire est couvert. Des centrales et puis des petites antennes. Et voilà, c'est ça, pour être au plus proche de la population à chaque fois. Et dans chaque MDSF, il y a un service de PMI. Et dans le service de PMI, il y a un médecin, une sage-femme, une infirmière puéricultrice prête à accompagner les familles. Et si on va du côté des Ceps d'Olonne, de Chaland ou des Herbiers, on est susceptible de vous croiser. C'est ça. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à cet enjeu majeur dédié aux bébés secoués. Il y a énormément de choses à réécouter dans le cadre de cette émission et ça tombe très bien. Vous allez pouvoir retrouver le replay sur tvvendée.fr ainsi que sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à prendre des notes, n'hésitez pas à ne pas rester seul. Ne culpabilisez pas si à un moment on pose le bébé dans le lit, c'est ce qu'on a dit, on le répète, pour aller respirer. C'est pas le temps d'une virée shopping, c'est le temps juste d'un café quand même. Mais voilà, il y a des situations qui sont normales et tout s'explique et il suffit d'en parler et tout le monde est concerné. Merci à vous téléspectateurs d'avoir été au rendez-vous et à très bientôt sur TV Vendée.